Elle se résout à un jeu d'ambition qui ne s'élève guère au-dessus du niveau des passions privées. Même quand le regard est plus vaste, quand un grand dessein s'exprime ou que se plaide une grande cause, quand Racine ouvre au spectateur une fenêtre plus large sur la vie publique et sur l'histoire, ses tableaux, ses récits, son éloquence se tiennent toujours dans les limites de la nature. Ce sont des exposés où il y a plus de sens, de conduite et de mouvement naturel que de souffle héroïque. Tels sont les grands discours d'Agrippine et de Mithridate, ou les discussions du premier acte d'Iphigénie. C'est de la politique positive et non plus de la politique glorieuse. C'est de la politique de cour et de conseil royal à la fois vaste et réfléchie, imposante dans son allure et intéressée dans ses buts. Ce n'est pas que Racine ait toujours écarté de ses scènes politiques les sentences et l'emphase, la tradition, le désir d'égaler Corneille, les lui suggérer avec trop de force. Britannicus est rempli de belles formules sur l'ancienne Rome, et Mithridate reproduit en partie les traditionnelles tirades des rois contre la servitude romaine. Mais l'évocation de la Rome républicaine est devenue bien pâle dans Britannicus. La vertu romaine est un souvenir et non plus un ressort de l'action, et la tirade où Burrus décrit à Néron le monarque idéal qu'il pourrait être ressemble plus à une supplique désespérée qu'aux ombrageuses remontrances qu'on trouve en Pareil chez Corneille. Il n'est pas indifférent que l'opposition au despotisme se traduise en gémissements dans les tragédies de Racine. Il ne pouvait guère en être autrement à l'époque où elles ont paru. Mais aussi on sent bien qu'il fallait autre chose qu'un conflit du type Néron-Burrus pour soutenir une tragédie. Et l'on comprend que le drame politique affaibli à ce point soit devenu un ornement plus ou moins important d'une action plus substantielle. C'est aussi le cas dans Mithridate, et que dire des débats diplomatiques d'Andromaque et des discussions musulmanes de Bajazet? Que donne-t-il d'autre à l'action qu'un prétexte? La politique tient peut-être une place plus réelle dans Esther et dans Athalie, où l'on trouve repris avec insistance et chaleur le thème du souverain victime de ses mauvais conseillers. Mais la nuance est nouvelle, il s'agit de sujets religieux, et la religion pouvait moraliser la royauté avec moins de scandales qu'il n'aurait pu faire les grands. Elle était censée parler au nom d'intérêts moins violents et plus généraux. Elle était la seule source de culpabilité désormais possible pour l'absolutisme. S'il y a des maximes un peu fortes dans les deux dernières pièces de Racine, elles opposent généralement aux abus du despotisme au nom de la loi chrétienne, le bonheur du peuple entier et la justice. Un roi sage, ainsi Dieu l'a prononcé lui-même, sur la richesse et l'or ne met point son appui. Crains le Seigneur son Dieu sans cesse devant lui, ses préceptes, ses lois, ses jugements sévères, et d'injustes fardeaux n'accable point ses frères. Athalie. Le crime des flatteurs est de dire que les plus saintes lois, maîtresses du vil peuple, obéissent au roi, qu'aux larmes, qu'au travail le peuple est condamné, et un spectre de fer veut être gouverné. Iphigénie. C'est là un ton tout différent de celui de la Fronde. La critique du despotisme sous Louis XIV vieillissant a des accents plus graves et déjà a un sens plus moderne. Ce que l'influence de la cour et de son esprit faisait perdre à la grandeur tragique par la dégradation de l'héroïsme se trouve en partie compensé par un prestige nouveau, moins exaltant, mais plus puissant peut-être poétiquement, qui rayonnait de la cour elle-même, de la cour de Versailles, avec ses fêtes et ses triomphes. Tout ce qui était grand résidait dans la royauté, et l'on y participait d'autant plus qu'on était plus proche d'elle. L'éclat qui venait d'en haut était celui d'une puissance extraordinaire, supérieure à toute agitation et à tout conflit. L'idée de grandeur héroïque avait fait place dans les esprits à celle de majesté. L'homme touchait au Dieu, moins par la valeur que par la puissance et le bonheur. Cette atmosphère a passé dans Racine et qui tire souvent son pathétique de la perte et du regret d'une semblable félicité. Ainsi les plaintes de Clytemnestre quand elle croit sa fille perdue. Et moi qui la menais triomphante, adorée, je m'en retournerai seul et désespéré. Je verrai les chemins encore tout parfumés, des fleurs dont, sous ses pas, on les avait semées. Iphigénie dit encore, davantage encore. Qui sait même, qui sait le ciel irrité, a pu souffrir l'excès de ma félicité. Hélas, il me semblait qu'une flamme si belle m'élevait au-dessus du sort d'une mortelle.
Même contraste dans Bérénice entre l'espérance d'un bonheur impérial et une soudaine disgrâce. Le tableau que fait Bérénice heureuse de la nuit de l'apothéose de Vespasien, à qui vient de succéder celui qu'elle aime, nous fait mesurer ce que Bérénice doit perdre et qui est l'enjeu profond de la tragédie. Et ce tableau s'achève par un éloge du charme royal de Louis XIV sous le nom de Titus dans Bérénice. Comme pour relier plus clairement à nos yeux cette poésie du bonheur à l'ambiance de la cour de Versailles dans la jeune époque du règne. La qualité royale des héros indispensable dans le théâtre de Corneille pour appuyer la grandeur de la conduite trouve chez Racine un autre usage. Étrangère à toute idée de supériorité morale, elle grandit seulement les héros dans le bonheur et le malheur. Elle projette leur triomphe ou leur infortune à l'étage des dieux et des rois. Si la valeur du héros, rejeté au rang des chimères par l'évolution sociale, est tragiquement niée dans Racine, la majesté de ces personnages n'en est pas amoindrie. Au contraire, pour être toute gratuite, elle n'en est que plus éclatante. L'idée de la grandeur d'âme, tant qu'elle hante l'homme noble, ne lui permet jamais complètement, même dans le crime, de s'élever au-dessus de toute dépendance. Toujours il se donne à juger et à admirer pour un mérite qui le distingue. Les aristocrates ont beau poursuivre le rêve d'une supériorité irresponsable de leur personne, ils sont trop proches du public, ils dépendent malgré eux de lui et de son estime. D'où le lien établi sans cesse dans la tradition aristocratique entre la qualité du sang et la valeur morale. Le triomphe de la monarchie absolue libère, en la détachant de tout jugement moral, la qualité surhumaine du héros, qu'il s'agisse du roi ou du noble, ou des nobles, qui ne le sont plus qu'autant qu'ils participent à quelque degré à l'éclat de la royauté. Puis, plus il est étranger aux critères de la valeur, plus le prestige des rois et des princes s'attache à leurs conditions, à leur situation au-dessus du destin commun des hommes. Leurs actes et leurs paroles, qui sont les mêmes que ceux de tous, retentissent autrement. L'idée d'une pareille grandeur n'était pas nouvelle. L'imagination poétique en subissait le charme depuis les grands règnes du siècle précédent. Ce qu'on nomme poésie à partir des derniers Valois n'est guère séparable de cette sorte de prestige. La lumière même du beau se confond avec celle de la condition royale, dont la poésie transmet l'idée et d'une certaine façon la jouissance à tous les hommes. Inspiration, thème, style, tout y évoque cette majesté vive dont la royauté est la source. Parce que Racine nous montre des personnages royaux moralement semblables à tous les hommes, il ne faut pas réduire, comme on fait quelquefois, les drames raciniens à de simples faits divers passionnels. Ceux qui le font contredisent certainement le sentiment du public pour qui Racine écrivait et aux yeux duquel la projection sur un plan royal ou mythique des démarches humaines était inséparable de la tragédie. La position de l'action tragique au-delà des limites communes de la vie est demeurée une exigence stricte tant que la grandeur royale et le prestige de la cour ont duré. Tout le destin de la tragédie s'est d'ailleurs joué dès le XVIIIe siècle sur cette convention qui était plus qu'une convention et dont la ruine a entraîné celle de tout le genre. La grandeur poétique n'est donc pas chez Racine un embellissement ajouté par artifice à la vérité des passions. Chacun des deux éléments est indispensable à l'autre et lui donne tout son sens conformément à l'esprit même de la fable païenne, où Racine a trouvé le modèle de cette grandeur gratuite, de ce merveilleux nourri du scandale des instincts qui est l'âme de son théâtre. C'est cette coïncidence foncière qui a permis à Racine de faire revivre avec une intensité sans égale les mythes de l'ancienne Grèce dans l'Europe moderne. Le sacrifice d'Iphigénie, le destin sanglant de la famille d'Atrée, la légende du Minotaure et les égarements des filles de Minos ne l'inspirent si bien que parce qu'il y trouve les mêmes données qui définissent le destin des grands depuis le dépérissement de l'idée chevaleresque. La grandeur d'une situation privilégiée jointe à la vérité dévoilée de la nature. Il y aurait beaucoup à dire sur la faveur que les siècles monarchiques ont témoigné au mythe de la Grèce païenne. Cette faveur dépasse de beaucoup le cas particulier de Racine. On la voit trop souvent encore expliquée par un engouement artificiel dû à la pauvreté d'inspiration des poètes, trop heureux de trouver dans l'arsenal de la fable de quoi orner pompeusement leur faiblesse. C'est expliquer bien légèrement un goût profond et tenace, sans lequel 2 siècles de grande poésie européenne ne seraient pas ce qu'ils sont. Mieux vaudrait essayer de retrouver les contacts profonds entre les données de la fable et l'esprit des siècles qui ont suivi la Renaissance. On entreverrait alors dans cette période de l'histoire européenne des points de sensibilité réels et organiquement explicables aux mythes antiques.
Et la poésie de cette époque y prendrait une vie nouvelle, qu'à vrai dire la seule pratique des œuvres depuis pas mal de temps déjà a recommencé à révéler au lecteur sans préjugés. Racine lui-même fait dépendre l'émotion tragique de la dimension des personnages représentés quand il exprime l'espoir qu'on trouvera dans Bérénice, cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie Bérénice, dans la préface. De fait, il n'est guère d'endroits, même en dehors de Bérénice et d'Iphigénie, qui en sont les exemples les plus frappants, où la lamentation racinienne n'est pour objet la perte d'une grandeur prestigieuse. C'est même là peut-être une des composantes les plus profondes de la poésie de Racine, cet incessant rapprochement, cette fusion presque de la divinité et du néant, cette majesté incertaine ou menacée à son insu dans le bonheur, et fidèle à elle-même dans la détresse, cette lumière égale de la félicité et de l'angoisse, libre à nous évidemment de les considérer et de les aimer par rapport à la figure humaine en général. Racine a été assez grand pour nous en laisser la possibilité, pour nous y inviter. Mais il ne faudrait pas croire qu'il ait pu concevoir et sentir cette tristesse majestueuse, source selon lui de tout le plaisir tragique, indépendamment du prestige dont se revêtait à ses yeux et aux yeux de ses contemporains la condition royale. Que ce prestige chez Racine soit célébré sur le mode de la douleur et du désastre, cela ne résulte sans doute pas seulement de la définition de la tragédie. La nécessité du genre a répondu ici à une disposition profonde du poète. Le monarque, aux confins de la divinité, pour des yeux chrétiens et jansénistes, aux confins du sacrilège, d'où la menace sans cesse suspendue sur lui d'un châtiment céleste. L'obsession du veto chrétien, némésis nouvelle, mêle intimement à la grandeur des personnes royales l'inquiétude de leur propre néant, bien que cette inquiétude, sous le roi Soleil, ne soit jamais assez grande pour effacer leur caractère. La grandeur de Phèdre, en même temps qu'elle est plus étrangère à la vertu que celle des héros cornéliens, est davantage traversée par l'incertitude. Le débat de la grandeur et de la bassesse, du bien et du mal a changé complètement d'aspect en se posant par rapport à une condition royale délibérée de tout obstacle et à une culpabilité concurremment renforcée. La condition simplement noble ayant cessé d'être au centre de tout, la fusion qu'elle représentait du prestige social et de la valeur morale s'est trouvée brisée. La royauté illimitée et la nature brute, produits extrêmes de cette rupture, ont coexisté désormais dans une nouvelle synthèse, toute chargée d'angoisse que la tragédie racinienne fait surgir à nos yeux. La tragédie de Racine est moins représentative peut-être que celle de Corneille, en ce sens qu'elle est moins spontanément, moins directement l'expression d'un milieu social et d'une tendance morale. Elle est composée d'éléments non seulement divers mais parfois contradictoires, et qui ne peuvent s'équilibrer que par un miracle de nuances. C'est la réussite d'un génie unique d'avoir fondu ensemble l'inspiration janséniste et le goût de la jeune cour de Versailles, et de les avoir coulés dans le même moule qui avait servi à Corneille. La violence pessimiste des peintures du cœur, inspirée du nihilisme janséniste, ne devait pas avoir beaucoup d'imitateurs. Cette violence est restée un exemple unique, à peine compris et vite rejeté, comme celle de Pascal, et sans doute pour les mêmes raisons, elle est sans lendemain. Quant à Racine, poète, la tradition déjà longue dont il hérite s'immobilise en lui, s'approfondit et se magnifie prodigieusement dans ses vers et meurt après lui. Le XVIIIe siècle n'admire et n'imite de Racine que le souci du naturel, l'habile observation de la vérité, la logique du drame, l'élégance sensible du style, toutes choses qui sans le reste ne sont que la survivance du genre. Pourtant, tout ce que Racine avait uni, tous les éléments qui venus de toutes les sources s'harmonisent dans son théâtre, cruauté des passions, vérité de la conduite, délicatesse de la sympathie, résonance grandiose du récit, tout, matériau et forme, obéit à une loi commune et procède de la même impulsion. Tout tend à mettre la tragédie en harmonie avec le penchant d'une époque nouvelle qui est celle de la désaffection du vieux sublime. Aussi peut-on penser finalement que nul n'a mieux situé sinon défini Racine que Heine, quand il écrit « Racine se présente déjà comme le héros de l'âge moderne, près du grand roi avec qui commencent les temps nouveaux. Racine est le premier poète moderne, comme Louis XIV fut le premier roi moderne. Dans Corneille respire encore le Moyen-Âge.
En lui et dans la fronde râle la voix de la vieille chevalerie. Mais dans Racine, les sentiments du Moyen-Âge sont complètement éteints. En lui ne s'éveillent que des idées nouvelles. C'est l'organe d'une société neuve. Plus exactement peut-être, c'est l'organe d'une époque neuve, diverse et contradictoire dans sa nouveauté, où achève de mourir et de se transformer une société ancienne.